pays et une seule actu, c'est l'Espace Europe. Alors Philippe, je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui va nous parler de quelque chose d'un petit peu utopique peut-être. Qui sait, on va l'écouter. Nous allons nous parler des États-Unis d'Europe. Eh bien, Georges, nous recevons aujourd'hui Jean Marcia, qui était colonel à l'armée belge et directeur de l'enseignement académique de l'École royale militaire. Il a également fait un passage au cabinet du Premier ministre Elio Di Rupo et puis il a présenté un doctorat en sciences politiques et en sciences sociales et militaires. Je pose un doctorat conjoint de l'ULB et de l'ERM. Jean Marcia, bonjour. Bonjour Philippe. Le plaisir de vous avoir aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier, il vient de sortir, il est encore tout chaud, je risque même de me brûler, un livre, Les États-Unis d'Europe, pour notre sécurité et notre défense. Donc c'est dans la collection L'Académie en poche à l'Académie royale de Belgique. Pourquoi? C'est quoi? Un manifeste? C'est un cri? C'est ce livre? Alors c'était l'idée de départ, c'était de mettre à la disposition d'un public plus large l'essentiel des idées contenues dans ma thèse de doctorat que j'ai publiée, mais qui était un volume de 450 pages, d'un prix relativement onéreux. Et donc l'idée de l'Académie en poche, c'est de donner à un public beaucoup plus large l'occasion de pénétrer un certain nombre de domaines scientifiques ou de domaines de réflexion. Ici, c'est un domaine de réflexion politique, c'est de la science politique normative qui ne décrit pas l'état des choses, mais qui a pour ambition de dire ce que devrait être l'Europe d'ici 20 ou 30 ans. Et justement, dans cette idée, les États-Unis d'Europe, ça c'est votre thèse, si je comprends bien. Votre idée, c'est qu'on devienne un jour États-Unis d'Europe? Oui. Ma thèse portait sur le passé, le présent et le futur de l'école royale militaire. Mais le futur de l'école royale militaire, nous savons bien que la Belgique a des forces armées qui rétrécissent de plus en plus. Et donc, j'ai toujours conçu que le futur de la défense belge et de l'école militaire en particulier devait se concevoir dans le cadre européen. Alors, lorsque j'ai défendu ma thèse le 7 septembre 2015, un certain nombre de personnes présentes, et on était quand même 120 dans l'auditoire, un certain nombre de personnes m'ont dit après, écoute, nous on est assez convaincus de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut faire une défense européenne et que la condition nécessaire et préalable pour ce faire, c'est d'avoir une Europe politique. Et donc je leur ai dit, associons-nous. On a donc créé une association de fait. Au mois de novembre 2015, on était déjà 15 et on a créé une association internationale sans but lucratif qui s'appelle Société européenne de défense. Pourquoi société? C'est une référence à l'œuvre des réformateurs prussiens qui, au début du 19e siècle, après avoir été battus par Napoléon, ont décidé de relancer la Prusse. Et donc, il y a eu notamment von Humboldt qui a créé l'université de Berlin, mais au point de vue militaire, c'est Scharnhorst qui a recréé l'armée prussienne. Et donc, il avait créé une Militärische Gesellschaft. Et donc, en référence avec ce mouvement intellectuel, nous avons décidé d'appeler notre AISBL Société européenne de défense. Elle a donc pour but de relancer l'Europe politique et, une fois l'Europe politique constituée, de développer une défense européenne. Or, en dehors de ce travail, de conscientisation de l'opinion publique, nous essayons aussi d'agir auprès des décideurs politiques, de les motiver à faire changer les choses. Et pourquoi cela? Bien parce que si vous additionnez, je parle à un objecteur de conscience, mais que peut-être conscience... Vous en rappelez. Justement, des données budgétaires. Si on additionne le budget de défense des États membres de l'Union européenne, on constate que chaque année, l'Europe dépense, je dirais, presque galvaude, 200 milliards d'euros par an, pour obtenir un résultat presque risible en termes de capacité militaire. À quoi servent ces 200 milliards? Essentiellement à payer 1,5 million de militaires de carrière et à entretenir, vaille que vaille, 1,5 million de réservistes. Ça nous fait donc une armée tout à fait pléthorique. Mais la République française, vous savez, a une certaine propension à partir en opération extérieure et souvent il demande aux Européens de les appuyer. Et chaque fois qu'il y a une opération européenne, il faut des mois de palabres pour obtenir 450 hommes en Centrafrique, 1200 hommes au Mali, etc. Et donc ils se sont dit, mais comment est-il possible qu'avec cette masse énorme de militaires européens, on n'arrive pas à trouver les 3 hélicoptères qui vont bien, les 40 fantassins, l'hôpital militaire de campagne, etc. Et donc
la présidence de la République française a fait l'inventaire de ce qui est vraiment disponible en Europe. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas plus de 20 000 militaires réellement opérationnels en Europe. Quand je dis réellement opérationnels, c'est pour aller délivrer Mossoul ou libérer Raqqa. Je ne parle pas de faire la garde au palais de justice de Liège ou dans les rues de Bruxelles. On n'est pas dans le même registre. Donc des vrais militaires opérationnels, ils estiment 20 000 en Europe, dont 10 000 Français, entre guillemets, parce que là-dedans, ils comptent la Légion étrangère, 5 000 Britanniques, et l'ensemble des autres pays européens se répartissent les 5 000 restants. En Belgique, je pense qu'il y a quelques dizaines de militaires réellement opérationnels. C'est une partie des Special Forces. Qu'est-ce que vous appelez un militaire réellement opérationnel? Eh bien, qui est capable d'intervenir sur un théâtre d'opération où on combat réellement, comme par exemple pour la libération de Mossoul ou pour chasser l'État islamique de Raqqa. Là, il faut vraiment des super spécialistes qui peuvent réellement aider ceux qui sont au combat par leur mentoring, par leur conseil, etc., en minimisant les risques. Si vous envoyez des braves gens, vous aurez beaucoup de casse. Donc, en dehors des terriens, parce que là, les 20 000, ce sont les terriens, vous avez bien sûr aussi un certain nombre d'aviateurs qui sont au top. Vous savez très bien que la Belgique envoie régulièrement des F-16, que ce soit en Afghanistan ou maintenant en Jordanie, pour intervenir là-dessus. Donc, les gens qui vont là-bas avec les F-16, ils sont vraiment au top niveau mondial. Mais on sait envoyer 4 ou 6 avions alors qu'on en a 54. Pour différentes raisons. Même chose pour les marins. Quand une frégate belge part en opération, elle est au top niveau de l'OTAN. Mais voilà, ceux qui restent à quai, par contre, ils n'ont pas vraiment les moyens de s'entraîner et de vivre une vie correcte. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de militaires belges, et français d'ailleurs, quittent très vite les forces armées. C'est pour ça qu'il y a un taux d'attrition tellement élevé et qu'on n'arrive pas vraiment à maintenir les effectifs au niveau qu'on souhaiterait. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Eh bien alors il faut comparer les 200 milliards européens et les 700 milliards de dépenses militaires américaines. Les Américains, ils ont moins de militaires que nous, beaucoup moins, environ 980 000. Mais ils en ont 200 000 en opération extérieure en permanence. Ça veut dire qu'ils produisent beaucoup plus de capacités militaires avec un budget. Nous devrions avoir un tiers des capacités militaires américaines. On est aux alentours de 10%. Donc il y a chez nous une très grande inefficience des dépenses de défense. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'Europe politique. Combien y a-t-il de Pentagones aux États-Unis? Un à Washington. Oui. Combien y a-t-il en Europe? 28. Dans le domaine que je connais le mieux, c'est celui de la formation. Sur 28 États européens, il y a une 60aine d'écoles militaires de base et une 40aine d'écoles militaires de formation continuée. Parce que chaque pays, à la limite chaque force armée de chaque pays, veut son école. La Belgique est une exception, qui a une école militaire qui fait l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, le service médical. Ailleurs, vous trouvez des écoles de terriens. Pour prendre l'exemple français, Saint-Cyr, Couët-Quidan, Brest et Salon de Provence. Donc ça multiplie évidemment d'une manière phénoménale les coûts fixes par rapport aux coûts réellement centrés sur l'opérationnel. Mais vous n'avez pas le sentiment que dans un courant comme le nôtre aujourd'hui, où l'euroscepticisme va grandissant, le fait d'avoir une Europe politique qui en plus serait une Europe de défense, est-ce que c'est une utopie ou bien vous pensez que c'est quelque chose qui va être réalisable? C'est vraiment une utopie, mais nous savons, parce que l'utopie a été éditée à Louvain il y a 500 ans, que les utopies sont faites pour être réalisées. Il y a déjà de nombreuses années, en 1986, j'ai travaillé avec d'autres, l'ambassadeur Philippe Douskoutet ou l'ambassadeur Alfred Kahn, à la création de l'acte unique européen et de sa conséquence militaire, qui était l'activation de l'Union de l'Europe occidentale, qui 2 ans plus tard part en opération lors de la première guerre du Golfe, déjà, en ex-Yougoslavie, et donc depuis on a construit là-dessus. Et Javier Solana a construit son effort en récupérant ce qui avait été fait au niveau de l'UEO. Donc cette utopie a commencé à se réaliser. Mais malheureusement, après le départ de Javier Solana, elle est un petit peu entrée en sommeil, pour ne pas dire en coma dépassé, même si dernièrement on nous a annoncé quelques bonnes nouvelles, comme le fonds Juncker pour investir dans l'Europe
de la recherche et du développement appliqué au domaine militaire, défense et sécurité, comme la tentative qui est faite maintenant d'enfin activer la coopération CSP, spéciale permanente, structurée permanente, sur lesquelles on peut encore avoir un certain nombre de doutes, parce que c'est pas parce que les politiques nous annoncent que ça va se faire réellement et que ça va se faire vite. Mais voilà, tout progrès dans l'Europe de la défense au niveau de l'Union européenne est bon à prendre. Ce que je dis dans ma thèse, c'est que ça ne donnera jamais que des résultats marginaux. Parce que sans unité politique, eh bien, on n'arrive pas réellement à faire des économies d'échelle. L'Agence européenne de défense, aussi une création intéressante en 2004, qui devait constituer une espèce de bureau d'études et centrale d'achat européenne. Eh bien, les Britanniques, notamment, ont toujours veillé à ce qu'elle n'ait qu'un budget minimum et un nombre de personnel extrêmement réduit. Une centaine de personnes, alors qu'au chef, il y en a 2000 et quelques. L'AED a fait l'inventaire des systèmes d'armes existants aux États-Unis et en Europe. On est dans l'ordre de grandeur une trentaine aux États-Unis, 150 en Europe. On a une trentaine de modèles différents de frégates en Europe, 4 aux États-Unis. Ça veut dire qu'eux, ils développent un navire et ils en construisent une centaine d'exemplaires. Chez nous, on construit 4 frégates belgo-néerlandaises, 10 françaises, 8 espagnoles, 6 italiennes, etc. Donc il y a un gaspillage énorme de ressources. Comme les matériels sont différents, on ne sait pas former les personnels ensemble. On ne sait pas créer une seule chaîne logistique. Et donc, quand l'Europe envoie 700 militaires au Mali, vous avez des Allemands, des Espagnols, des Belges, par exemple. Eh bien, les véhicules des Belges, des Allemands, des Espagnols ne sont pas les mêmes. L'armement n'est pas le même, les munitions ne sont pas les mêmes. Et donc, tout ça démultiplie énormément les coûts. Et tout ça, on peut le découvrir dans ce petit livre, donc, puisqu'on arrive déjà au terme de cette rencontre, Les États-Unis d'Europe pour notre sécurité et notre défense. C'est un livre qui est publié à l'Académie royale de Belgique dans la collection L'Académie en poche. Jean Marcia, merci beaucoup d'être passé par nos studios pour nous présenter ce livre, donc, qui vient à peine de sortir. Donc, c'est une primeur pour les auditeurs et auditrices de RCF. C'est un livre assez bref, il fait 135 pages. Donc, assez facile à lire. Et il est d'un budget tout à fait abordable par rapport à ma thèse qui comporte évidemment beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup à vous et on poursuit en musique. Eh bien, merci Philippe.